Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres. Elle était très attendue depuis quelques années. La promulgation de la loi créant la Cour constitutionnelle est intervenue le 15 octobre 2013. La Cour constitutionnelle, qui sera composée de 9 membres, est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle a également la compétence de juger le contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que le référendum. Le journal d'information judiciaire qui fait un zoom sur les conditions de travail des hommes de la loi au tribunal de grande instance de Kalamo comme au tribunal de paix d'Assosa dans la commune de Kasavubu. Le constat est amer. L'administration de la justice se déroule dans des conditions qui laissent à désirer. C'est le même décor en province, principalement à Mbanzangongo. Les conditions de travail des juges, il en sera question au cours de ce journal qui reçoit justement le président du tribunal de paix d'Assosa, Anissé Malfa Chibal, qui reconnaît les faits, affirme que cela ne peut constituer un prétexte pour ne pas dire le bon droit. Il parle aussi des compétences des tribunaux de paix conformément à la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. À la une aussi, le verdict dans l'affaire des braqueurs de la TMB. 3 militaires et un civil ont été condamnés mercredi 16 octobre 2013 à la peine capitale. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et de vol à main armée par la Cour militaire de la Gombe. Et voilà tout. Merci de rester branchés sur ce programme. Je vous le disais dans les titres, le chef de l'État a promulgué le mardi 15 octobre 2013 la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, une promulgation qui intervient 3 ans après son adoption au Parlement en octobre 2010. La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Elle a également la compétence de juger les contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que le référendum. La Cour constitutionnelle sera composé de 9 membres nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable. 3 de ces membres seront nommés sur l'initiative du chef de l'État, 3 autres par le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat, et les 3 derniers par le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de cette Cour sera élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. La loi promulguée crée aussi un parquet général près la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sera opérationnelle dans 6 mois à dater de la promulgation de la loi, soit le 15 avril 2013. Le journal d'information judiciaire a décidé de se pencher sur les causes des maux qui gangrènent la magistrature, notamment les conditions de travail des magistrats, en plus du fait que le salaire des magistrats du siège et du parquet est évalué à moins de 1000 $ américains pour le plus haut gradé. Le problème des infrastructures reste un parcours de combattants. Il y a des chambres qui siègent à même le sol, comme vous allez le constater dans ce journal. Nos reporters ont commencé leur enquête au tribunal de paix d'Assosa, situé dans la commune de Kasavubu. Ici, les juges et les greffiers travaillent dans des conditions difficiles. La salle d'audience et le local pour le greffe ne répondent pas aux normes de travail adéquats. Moralité, certaines affaires sont carrément renvoyées. Le personnel judiciaire et les justiciables plaident pour une amélioration des conditions pour mieux dire le droit. Constat de Dora Mazol, Guéni Mouemé. Le tribunal de paix d'Assosa, nous sommes là dans la commune de Kasavubu. Ici, comme dans d'autres juridictions du pays, les conditions de travail des juges, des greffiers et d'autres personnels judiciaires, ainsi que des auxiliaires de la justice, laissent à désirer. Au tripé Assosa, une salle d'audience d'environ 4 mètres carrés pour toutes les chambres. Les fauteuils dans un état de délabrement total font office de siège à la fois pour les justiciables et les membres de la composition. Les murs n'ont réfléchi depuis quelques années dans un décor macabre. Difficile de dire le droit car les membres de la composition sont obligés par moments de renvoyer les affaires ou de siéger dans leur cabinet faute d'infrastructures appropriées. Les difficultés ici, c'est de l'espace. Le milieu du bureau est trop étroit pour un surpeuplement. L'effectif des greffiers, c'est trop. On ne peut pas laisser travailler les gens
plus de 10 personnes dans un local de moins de 10 mètres carrés comme ça. Il y a aussi le problème de fourniture des bureaux. Nous courons souvent, nous nous transformons en mendiants pour demander des papiers pour acter les audiences auprès des avocats ou bien auprès des parties. Ce n'est pas honorant. Ce n'est pas bien pour la profession de greffier qui est complémentaire à la profession des magistrats ou bien des juges. Un petit local pour tous les services administratifs confinés. On y trouve le greffe civil, le greffe pénal et le greffe d'exécution. Ailleurs, nous voyons par exemple nos collègues là de la Gombe, ils ont un local pour le greffe pénal, civil, l'exécution, et voire même là où ils logent leurs dossiers. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Nous avons même, cette machine ici m'appartient, ce n'est pas la machine de l'État. Tout comme chez les collègues et les autres, vous voyez là, chacun a fait de son mieux pour attraper la machine mécanique pour le bon déroulement du travail. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et le moyen de transport aussi se pose. L'administration d'une bonne justice passe aussi par l'amélioration des conditions de travail des juges et personnels judiciaires. Le problème d'infrastructure handicape très souvent le travail, ici au Tripet, à Sosa et même au Tripet Pont Kasavubu qui se trouve dans le même bâtiment. La situation est difficile. Les justiciables en pâtissent certes, mais aussi le corps judiciaire censé dire le bon droit. Un cri d'alarme est ainsi lancé au pouvoir public en vue d'améliorer la situation. Du tribunal de paix d'Assosa au tribunal de grande instance de Calamo, il n'y a qu'un pas. Là aussi, le constat est le même. Les infrastructures ne répondent pas aux conditions idéales de travail. La salle d'audience est transformée par moments, selon les circonstances, en bureau pour y abriter les services de greffe et même les archives. Reportage. Au tribunal de grande instance de Kalamou, le décor est le même. Ici, les audiences se déroulent dans des conditions difficiles. Une salle pour 2 chambres. Dans la même salle, on retrouve tous les services, le greffe pénal, civil et d'exécution, ainsi que les dépôts d'archives. Le tribunal de grande instance de Kalamou présente un sérieux problème d'infrastructure et de logistique qui handicape fortement le déroulement du travail, principalement des audiences. Le tribunal de grande instance de Kalamou traite des matières délicates mais fonctionne dans des conditions précaires qui influent certainement sur le rendement. Difficile de statuer sur les affaires à huis clos dans des pareilles conditions. Les mauvaises conditions de travail des juges ne sont pas seulement le fait de la ville de Kinshasa. Au tribunal de paix de Mbanza-Ngungu, dans la province du Bas-Congo, c'est aussi le même constat. L'administration de la justice est butée non seulement à la vétusté des locaux et au manque de meubles appropriés, mais aussi à l'insuffisance des magistrats. Retour sur image avec nos envoyés spéciaux, Thérèse Massengo, Gianni Mouemé. Le tribunal de paix de Mbanza-Ngungu traite des matières des enfants en conflit avec la loi, des matières répressives et civiles ainsi que des affaires coutumières. Mais ici, toutes les conditions de travail ne sont pas réunies pour dire le droit. Le président du tribunal de paix parle, entre autres, du problème de la formation des magistrats et greffiers, l'insuffisance des magistrats qui ne permet pas au tribunal de siéger dans plusieurs chambres. À cela s'ajoute aussi le problème de logistique. Pour des magistrats que nous sommes, les conditions de travail ne sont pas du tout faciles. On rencontre beaucoup de difficultés. Et puis le nombre de magistrats pour remplir les fonctions qui nous sont confiées est insuffisant. Autre problème qui handicape le travail au Tripet Mbanza-Ngungu, les juges assesseurs se plaignent de ne plus avoir jamais été rémunérés depuis 2002. Cela, selon eux, les démotive pour dire le bon droit. Le grand problème qui nous concerne, c'est le problème de rémunération. C'est déjà prévu dans les statuts des magistrats, dans les dispositions de l'article 86. Et dans cette disposition, on avait très bien dit que les juges assesseurs ont une rémunération égale au 3/5 du dernier magistrat. Depuis 1995, tout ça actif coutume. En 2002, tu es kokota na Tripet. Na Tripet tout depuis 2002, tu sikoi bafuta kabisute.
Le tripé Mbazangungu et tant d'autres sont dans la liste des tribunaux qui font figure des parents pauvres, une situation qui ne rassure nullement les justiciables. Retour au tribunal de paix d'Assosa. Malgré les conditions difficiles, le travail se déroule normalement. Le tribunal de paix d'Assosa est appelé à trancher sur une incompréhension née entre une marâtre et le fils de son défunt mari. Les deux parties se disputent un immeuble que le prévenu estime être un héritage acquis du vivant de son père. La marâtre ne l'entend pas de cette oreille et attrait le fils de son défunt mari pour faux en écriture et de son usage portant sur un acte de vente. Dans le camp adverse, la partie prévenu évoque comme préalable le défaut de qualité dans le chef du demandeur au motif que la partie civile n'a pas pu prouver l'acte de mariage qui atteste que la demandeurasse était l'épouse du défunt Chitende, son père. Dora Mazol, Yanni Mouemé pour les précisions. Cette action est pendante au niveau du TGI Kalam. À l'audience de ce jour, les deux parties ont plaidé sur la forme. La partie civile Elumba Kitenge a trait en justice le fils de son défunt mari pour l'infraction de faux en écriture et de son usage portant sur un acte de vente dont détient Chitenge Edi, partie prévenue. Le prévenu Chitenge Edi affirme que l'immeuble querellé est un héritage qu'il a acquis du vivant de son père. Ce dernier avait obtenu un jugement par défaut au tribunal de grande instance de Kalamou. Selon la partie civile, ce jugement comporte beaucoup d'irrégularités. La partie civile sollicite du tribunal la condamnation du prévenu pour l'usage de ce faux acte. Beaucoup de pièces et des preuves que détienne ma cliente prouvent à suffisance que cet acte-là que le cité est en train de brandir devant toutes les instances ne porte pas la signature de son père. Ça porte la signature d'une autre personne. La partie prévenue Chitenge Edi avance 3 préalables, notamment le défaut de qualité dans le chef du demandeur et la surséance de la présente action au motif que la même affaire est pendante au TGI Kalamou. L'autre préalable concerne la précocité de la demande de la partie civile au motif que celle-ci devrait attendre l'aboutissement de l'affaire au tribunal de grande instance de Kalamou. Nous pensons que la citante n'a pas de raison de venir saisir le tribunal de paix pour faux usage de faux contre l'acte mère qui donne propriété à notre client. L'organe de la loi demande au tribunal de dire non fondé les moyens soulevés par la partie prévenue. Le tribunal prend l'affaire en délibéré sur les exceptions soulevées par la partie prévenue pour un jugement avant dire droit à intervenir dans le délai de la loi. Au tribunal de paix de la Gombe, l'organe de la loi poursuit Gwepa Mangapa pour faux et usage de faux de l'acte notarié de vente de l'immeuble situé sur l'avenue Kitega, dans la commune de Barumbu. Gwepa Mangapa affirme avoir acheté l'immeuble légalement auprès de Malula. Celui-ci a acquis de Kanga sans régulariser la procédure et a quand même procédé à la vente. La partie civile doute de l'authenticité de l'acte notarié et estime que la vente est irrégulière. Mais la particularité de cette audience, il s'agit d'une affaire instruite plus de 3 fois. Les parties civiles se plaignent de la disparition des pièces versées au dossier. Ils sont obligés à chaque fois de refaire la procédure et cela handicape la poursuite de l'audience, affirme-t-elle. Elle pointe du doigt le greffier. La suite dans ce reportage. Au ministère public, qui est la partie poursuivante principale, et aux parties civiles de répondre l'instruction. Dans cette affaire, le ministère public poursuit Gwepa Mangapa pour faux et usage de faux de l'acte notarié sur la vente de l'immeuble situé sur l'avenue Kitega dans la commune de Barumbu. Une affaire qui bloque au niveau de l'instruction. Les avocats se plaignent de la disparition successive des pièces versées au dossier et les feuilles d'audience. Avant la 4e instruction, un débat houleux au sujet de la disparition des feuilles d'audience. Les parties civiles soupçonnent le greffier d'être à la base de la disparition de ces pièces. Aujourd'hui, Monsieur le Président, les 3 audiences passées que vous aviez vous-même instruit cette composition, nous étions en face de ces rapports d'expertise du parquet général, ainsi que des pièces attachées et les spécimens de signature attachés où le parquet s'est appuyé là-dessus parce que c'est son action en posant des questions à la partie prévenue. C'est sur base de ces pièces-là que l'instruction était en train d'être menée. Maintenant, on va donner l'instruction comment? Comment, Monsieur le Président?
Après ce débat, le tribunal confronte les pièces détenues par le prévenu et s'est attaqué en faux en posant quelques questions au prévenu pour éclairer sa religion. Avez-vous été convaincu que la parcelle revenait à M. Malo, la votre vendeur? Le prévenu Gaïpa affirme avoir acheté la parcelle auprès de Maloula en avril 1987. Au moment de la vente, il constate le document de l'immeuble portait un autre nom, celui de Kanga, car Maloula, son vendeur, n'avait jamais opéré la mutation. Le prévenu affirme avoir poursuivi la procédure de mutation et à la division du cadastre en vue de régulariser la situation. Toutes les parties comparantes étaient devant les notaires, M. le Président. C'est pourquoi nous disons, M. le Président, que le ministère public nous dit avec précision, qu'il nous dit en quoi cet acte notarié que lui est en train d'incriminer, et tant que protecteur du code, en quoi il est faux, M. le Président. Les parties civiles soutiennent que Maloula, le vendeur du prévenu, n'a jamais été propriétaire de l'immeuble au vu des pièces présentées. Il ne pouvait pas vendre. Le sceau apposé sur l'acte notarié n'est pas celui du service notariat, précise-t-il. Le ministère public se limite à poser des questions aux prévenus et le tribunal renvoie l'affaire à 2 semaines pour la poursuite de l'instruction en espérant que les feuilles d'audience ne vont pas se volatiliser une fois de plus. Rebondissement dans l'affaire qui oppose Jean Bamou à Landou Kivuila. À la base, le testament que détient Landou Kivuila sur l'école laissée par sa tante Kingongo dans la commune de Kalamou, quartier Yolo Sud. Jean Bamou, grand frère de la défunte Kingongo, attaque le testament en question et l'acte notarié. Le tribunal procède à l'audition du notaire de la ville de Kinshasa pour vérifier l'authenticité du testament. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Thérèse Massengo, Merlin Kamalandwa. Madame ne savait ni lire ni écrire. Mais son grand frère se retrouve devant un testament rédigé en français. Il s'est dit non, 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 non. Heureusement, le testament rédigé en français, à la première page déjà il est écrit « J'ai sous-signé avec un nez ». Donc on suppose que c'est un monsieur qui l'a écrit. Un autre rebondissement de l'affaire qui oppose Jean Bamou à Landou Kivuila. Une affaire qui date de 2006. Kingongo Kimayala, décédée, laisse derrière elle plusieurs biens, dont une école située dans la commune de Kalamou, au quartier Yolo Sud, un bien querellé par son grand frère et sa nièce. Jean Bamou, grand frère de la défunte, assigne Landou Kivuila, nièce de Kingongo, pour faux et usage de faux du testament et de l'acte notarié de cette école. La partie citante conteste ce testament et prétend qu'il n'a jamais été écrit par la concernée Kingongo Kimayala. À l'audience de ce jour, le tribunal procède à l'audition du notaire de la ville de Kinshasa, Jean Bifounim Fimi, pour vérifier l'authenticité du document. Dans l'acte notarié, il est dit que c'est un monsieur Kingongo Kimayala Garo qui a comparé, mais sur la photo c'est une dame. Comment expliquer ça? C'est une erreur de frappe, hein? C'est une erreur de frappe, ça arrive. Parce que vous voyez les textes, quand on a remis le dossier à la FAP, voilà comment les textes disent. J'ai sous-signé, sans mettre et double et à la fin. Parce que quand on dit c'est sous-signé, c'est comme si c'était un monsieur. Mais voilà la personne qui a comparé devant le notaire, c'est celle-là. Le ministère public revient sur l'erreur matérielle constatée sur le document et demande au notaire sa réaction sur le document. Que votre tribunal pose la question au notaire si réellement la signature qui se trouve ici appartient à la femme, c'est la femme qui a eu à signer. Bien ça, la signature de cette dame. Le notaire exige que celui qui a préparé ce dossier peut venir devant lui pour confirmer sa signature. La partie citante estime que le notaire s'est contredit et cherche à passer outre les dispositions de la loi en cette matière. Nous avons compris que le notaire lui-même s'est contredit, a reconnu qu'il y a erreur. Mais la personne qui a comparé devant le notaire, c'est un monsieur. C'est mentionné noir sur blanc sur l'acte notarié. Curieusement, par quelle magie, le notaire a instauré une pratique de photos, ce qui n'est pas recommandé par la loi. C'est une pratique contre les gamins.
La partie citée, quant à elle, soutient la déposition du notaire et estime que l'erreur vient bel et bien de l'administration du service de notariat. Aujourd'hui, vous avez suivi, le notaire a dit. Heureusement, si le notaire a eu le réflexe d'instaurer le système de prise de photos. Si ce n'était pas ça, on n'allait pas voir la vérité aujourd'hui. Le tribunal renvoie l'affaire au 30 octobre prochain pour la comparution de Madame Odia, qui a réceptionné le document au service de notariat. Le tribunal de grande instance de la Gombe est appelé à trancher au sujet d'un contrat de transport entre la société Gader SPRL et Mazono Mbumba, un particulier qui tourne au vinaigre. Le transporteur Mazono avait donné en gage son véhicule le temps de régler le litige qui l'oppose avec la société Gader. Litige né du contrat suspendu pour cas de force majeure, vient au tribunal pour solliciter la restitution de son véhicule consigné. La partie adverse s'en défend et parle de mauvaise direction dans le chef du demandeur. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer l'action irrecevable. Entre-temps, l'avocat du demandeur Mazono s'en prend publiquement et violemment à l'équipe du journal d'information judiciaire en plein exercice de son métier d'informer, reconnu par la Constitution de la République. Dora Mazol, Yanni Mouemé. La partie adverse doit aujourd'hui admettre devant votre tribunal. Avril 2012, la société Gader SPRL signe un contrat de transport avec un particulier, Mazono Mbumba, transporteur pour le déplacement de ses marchandises de Kinshasa pour Kikwit dans la province du Bandundu. Au moment de l'exécution du contrat, un problème technique survient et la société Gader SPRL va perdre une grande partie de ses marchandises évaluées à $6,000. Le transporteur, pour ce cas de force majeure, accepte de rembourser la somme après un échéancier de 3 mois et donne en gage son véhicule. Une affaire qui tourne à l'incompréhension totale car Mazono Mbumba assigne le gérant de la société Gader SPRL pour restitution de son véhicule consigné et au paiement d'une somme de $300,000 à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis. Mais c'est Mazono a saisi votre guise tribunal. La première est que la pièce en question fait l'objet de foi d'écriture. Deuxièmement, la dite pièce n'a jamais été communiquée, mais elle est produite aujourd'hui, évidemment. Dans le camp adverse, on évoque l'incompétence du tribunal de grande instance de la Gombe pour ce litige, car selon les avocats de la société Gader, il s'agit d'un contrat commercial qui devrait être soumis au tribunal de commerce. L'autre moyen soulevé est la mauvaise direction au motif que le demandeur a signé le contrat avec la société Gader et non avec le gérant Mohamed Mounir, sujet indien. Par ailleurs, la partie défenderesse sollicite du tribunal une somme de $300,000 à titre d'action reconventionnelle. Dès lors que dans sa propre assignation, il dit qu'il s'agit d'un contrat de transport qui avait pour destination Kikwit dans la province de Bandundu. Nous ne savons pas quel vient faire un contrat de transport, un litige en matière de transport, en matière de contrat de transport devant votre tribunal. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal de déclarer irrecevable l'action du demandeur pour mauvaise direction. Pendant que l'organe de la loi donnait son avis, l'avocat de la partie demanderesse, peut-être énervé par la position du ministère public, s'en prend à l'équipe du journal judiciaire dans l'exercice de son métier d'informer. L'avocat hostile à la présence de la caméra profère des menaces à l'encontre des journalistes et du caméraman du journal judiciaire alors que l'audience est publique. Le monsieur doit prouver qu'il y a tel qui a intérêt à ce que ce procès soit filmé. Sinon, il y a lieu que le ministère public s'occupe de lui. Une audience qui se termine dans l'incompréhension totale après cette réaction. Le tribunal prend la présente cause en délibéré pour dire le droit dans le délai légal. Direction le tribunal de commerce de la Gombe où la Sobraco accuse la BG Fibank de n'avoir pas déclaré dans le délai le solde des comptes de l'hôtel de ville, cela conformément à l'article 156 de l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et d'exécution de créances. Le 7 juillet 2013, la Sobraco, selon les avocats, a obtenu une ordonnance de saisie-attribution des comptes de la ville de Kinshasa évaluée à $316,000 américains
américain, la BGFI Bank rétorque qu'une action a déjà été initiée en contestation pour suspendre l'exécution de l'ordonnance dans l'affaire qui oppose la Sobraco à son débiteur, l'hôtel de ville. Thérèse Massengou, Merlin Kamalandwa. Que dit la loi? La loi dit que le tiers saisi a 5 jours pour le faire. Cela n'a pas eu lieu. L'affaire remonte en juillet 2007. La Sobraco Esperel obtient une ordonnance de saisie, attribution sur les comptes de l'hôtel de ville de Kinshasa, évaluée à 316 000 $ américains dans la banque BGFI Bank. Les avocats de la Sobraco appuient leur argument sur l'article 156 de l'acte uniforme sur l'organisation de la procédure simplifiée de recouvrement et de voie d'exécution de créances. BGFI Bank n'ayant pas respecté cette procédure, la Sobraco Esperel la signe en justice pour déclaration tardive du solde de compte de la ville et le paiement de dommages et intérêts. Et la loi dit quand il y a une saisie qui est pratiquée auprès des tiers saisis qui sont les banques doivent, au regard de l'article 156 des procédures simplifiées et des voies d'exécution, déclarer sur les champs ou dans les 5 jours leurs obligations, évidemment, les soldes qu'ils détiennent de la ville de Kinshasa. Et lorsque le tiers saisi ne respecte pas les prescrits de cette disposition, le tiers saisi sera condamné. Les avocats de BGFI Bank affirment qu'il y a déjà une action en contestation pour suspendre l'exécution initiée par la Sobraco qui est introduite dans le délai et le procès verbal d'injonction de payer a été déclaré nul. La BGFI Bank demande au tribunal de débouter la Sobraco Esperel. Il y a déjà une action en contestation qui a pour effet de suspendre l'exécution initiée par la partie Sobraco. Comment peut-elle, à ce jour, plus de 2 mois après, assigner en déclaration tardive? Après les plaidoiries, le tribunal clôt le débat pour se prononcer dans le délai de la loi. On reste dans le secteur bancaire avec ce verdict rendu par la cour militaire de la Gombe dans l'affaire des braqueurs de la TMB. 3 militaires, le major Jean-Pierre Chimanga, le capitaine David Mbouy et le sergent Sébastien Moulangou et un civil Guélor Makondo ont été condamnés mercredi 16 octobre 2013 à la peine capitale. Motif, le braquage de l'agence de la Trust Merchant Bank située dans la galerie du fleuve à Kinshasa. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et des vols à main armée. Un autre civil, la chef d'agence Prudence Mbala, a été condamné à 20 ans de prison pour complicité. Quant au 6e accusé, Jerry Mouka, agent à la TMB, il a été acquitté faute de preuves sur sa culpabilité. Les condamnés qui clament leur innocence promettent d'aller en appel devant la haute cour militaire. L'agence avait été braquée le 21 mars 2012 vers 8 h du matin. Le montant du butin n'a pas été révélé à la presse. Place à notre chronique à présent. Accusés de sorcellerie, certains enfants sont torturés pour les délivrer de leur mal supposé. Souvent, ces enfants dits sorciers sont maltraités pour extirper le mal prétendument en eux. Le nombre d'enfants accusés de sorcellerie en République démocratique du Congo est en nette augmentation. Sachez que la loi du 10 janvier portant protection de l'enfant, dans son article 160, stipule que quiconque impute méchamment à un enfant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de 2 à 12 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 600 000 francs congolais. Principalement en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de 1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. N'est-ce pas, Freddy Monsoir? Oui, Nathalie, ce phénomène existe toujours. Les enfants qui en sont victimes voient leur vie bouleversée dès le bas âge. On traite d'enfant sorcier l'enfant du voisin, l'enfant dont les parents sont décédés ou divorcés, les enfants d'une rivale, etc. Il y a plusieurs cas de figure. Beaucoup de ces enfants indexés comme tels terminent dans la rue car rejetés par la société qui les accuse de sorcellerie. D'un phénomène à un autre, ils basculent dans un autre monde, celui des Chégués. Ces enfants sans cœur ni respect.
le pays compte 25 000 enfants abandonnés. Le phénomène a apparu dans les années 90, alimenté par les églises indépendantes dites de réveil. Sur le plan juridique, ce phénomène démontre une véritable violation de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais également de la violation de l'article 160 de la loi portant protection de l'enfant promulguée le 10 janvier 2009. Comme on le voit, la RDC a les textes législatifs qui condamnent sous toutes ses formes l'accusation de sorcellerie. Mais elle ne se donne pas les moyens pour faire appliquer réellement la loi, mais aussi pour réprimer les coupables. Pourtant, la plupart de ces enfants souffrent. Ils transportent parfois des charges énormes pour des sommes dérisoires. D'autres se livrent à des pratiques illégales et dangereuses comme le trafic ou la vente de drogue et d'alcool. Pour les filles, la vie de la rue est encore plus difficile. Souvent, elles doivent se livrer à la prostitution dès 6 ou 7 ans. Cela devient presque une obligation. Bien que consentis, les rapports ne sont pas pour autant protégés. Or, certains enfants traités de sorciers n'en l'ont jamais été. Les organisations non gouvernementales luttent en faveur de la protection de l'enfant, font pression sur l'État. Qui aimerait que son enfant soit traité en jour de sorcier? Alors, gardons-nous d'accuser et de stigmatiser les enfants d'autrui. C'est la fin de cette édition. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Le chef de l'État a promulgué le 15 octobre 2013 la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, une promulgation qui intervient 3 ans après son adoption au Parlement en octobre 2010. Le journal d'information judiciaire a décidé de se pencher sur les causes des maux qui gangrènent la magistrature, notamment les conditions de travail des magistrats. En plus du faible revenu des juges, ces derniers siègent dans des conditions qui laissent à désirer. Le président du tribunal de paix d'Assosa reconnaît les faits, mais souligne que cela ne doit pas constituer un prétexte pour massacrer la justice. Enfin, ce verdict de la Cour militaire de la Gombe qui a condamné 3 militaires et 1 civil à la peine capitale pour association des malfaiteurs et vol à main armée dans une agence de la TMB en 2012 est complètement terminé pour cette édition du journal d'information judiciaire. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements s'adressent aux nombreux téléspectateurs qui nous sont fidèles. Merci encore une fois de nous faire confiance. L'information continue sur www.journaljudiciaire.org. Au revoir.